Toutes et bonjour à tous. Alors, avant la conférence proprement dite, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, deux personnages, HPI et TSA, et je vous laisse deviner qui est qui. Pardon de vous importuner, mais il me semble que nous délectons de la même lecture et au même moment. Cela est cocasse. À ce que je vois, donc, vous appréciez, tout comme moi, ce qui touche à la Révolution française? Plus précisément, je l'étudie. Ah, mais c'est formidable! Vous êtes donc étudiant en histoire? Plus précisément, je rédige une thèse afin d'obtenir un doctorat en histoire. Ma thèse s'intitule plus précisément « Étude d'un district de Gironde pendant la Révolution française », exemple de la ville de Cadillac. Moi, ce qui me passionne, voyez-vous, c'est cette inlassable répétition des mouvements sociétaux au travers des siècles, de la Révolution française au mouvement des Gilets jaunes. La sociologie et l'histoire sont des disciplines très liées et indiscutablement fascinantes. Cadillac compte actuellement 27 612 habitants, ce qui est peu. Les Gilets jaunes y furent donc minoritaires, à peine une trentaine. Bon, je vois que je vous dérange. Je vous laisse donc reprendre votre lecture qui vous absorbe. Oui, parfait. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Merci à Alexandre et à Olivier pour cette prestation que, compte tenu également du thème de cette conférence, on peut qualifier d'exceptionnelle. À ce propos, exceptionnelle, définition, qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'habitude, qui sort de la généralité. Le mot peut sonner comme une marque d'estime, voire une marque d'admiration, mais je pense que les autistes Asperger ou apparentés perçoivent bien l'ambiguïté du terme. Ils sont souvent capables de performances logiques ou mnésiques largement supérieures à la moyenne de la population, mais le caractère étonnant de ces performances peut provoquer ou accentuer une forme de marginalisation. Le professeur Prie s'est intéressé à ces autistes qu'on qualifie communément de surdoués et qui doivent donc vivre et gérer ce qu'implique cette double exceptionnalité en termes de développement personnel et de relations sociales. Mais le professeur Prie s'est lui-même fabriqué sa propre double exceptionnalité. Clinicien reconnu et expérimenté d'une part, et enseignant reconnu et expérimenté d'autre part. Clinicien, il pratique au Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon, auquel il est fidèle depuis de longues années, et enseignant, il intervient en tant que professeur émérite à l'Université de Montpellier et à l'Institut de psychologie de Lyon. Le clinicien cherche à comprendre, l'enseignant cherche à faire comprendre. Cette double vocation fait le prix des nombreux articles et ouvrages que le professeur Prie a consacrés à l'autisme et fait aussi le prix de la conférence que nous allons entendre. Dès que j'aurai mis un point final à ce préambule, un tout petit peu long, c'est vrai. Professeur Prie, je vous laisse la parole. Bonjour, alors il faut que je trouve mes marques. Est-ce que le micro marche bien? Bon. Est-ce que le diaporama marche bien? Ben, c'est parfait. Bon, je remercie beaucoup là, les deux acteurs et monsieur là, pour cette double présentation, à la fois une mise en situation et puis une présentation très, très gentille me concernant. Donc on m'a demandé d'aborder une question qui est un peu chaude, on va dire, chaude, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas chaude dans la littérature spécialisée en tant que telle, mais ceux qui vont sur certains réseaux verront que c'est assez polémique.
Donc, il y a la question de la double exceptionnalité. C'est un terme qui vient de l'anglais, hein, des Américains, double exceptionnalité. Et la définition est la suivante. Alors, je vais peut-être me mettre là pour que ce soit accessible. Donc, elle se définit par l'association d'un haut potentiel intellectuel qu'on appelle HPI. Alors, vous voyez déjà que le terme HPI, il est loin de faire consensus, puisque dans la littérature, on trouve des équivalents, des synonymes, enfant précoce, enfant à haut potentiel intellectuel, enfin bon bref, le consensus n'est pas total. Et puis associé donc à un trouble du neurodéveloppement au sens large du terme, dans lequel le TSA est présent. Autrement dit, c'est une double particularité développementale. Et ce phénomène, on le verra au niveau statistique, même si on ne dispose pas de données sûres pour l'instant, mais on estime quand même que c'est un phénomène qui est extrêmement rare. Alors, la première erreur à ne pas commettre, ça serait de penser que c'est une association de diagnostic. Alors, autant le TSA, effectivement, rentre dans une problématique médicale et une problématique de diagnostic en tant que tel, le HPI, ce n'est pas du tout le cas. Le HPI, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, c'est simplement une caractéristique de personnalité que certains sujets présentent. Autrement dit, c'est l'association entre un trouble et une particularité. Bon, ça, c'est la première chose. Alors, dans les autres erreurs qui sont souvent commises par certaines personnes, la première va consister à entretenir une confusion entre TSA et HPI. Alors, ça se passe souvent chez l'enfant jeune au moment du diagnostic. C'est souvent des erreurs qui sont entretenues par certains parents et par certains cliniciens pour des raisons qui restent assez obscures, qui associent, qui confondent HPI et TSA. Alors en général, il s'agit d'enfants jeunes, hein, entre 4 et 5 ans, donc juste au moment où le diagnostic de TSA peut être proposé. Et ces enfants présentent, d'après les dires des parents, des caractéristiques qui pourraient être celles des HPI. Donc c'est des enfants précoces, c'est des enfants qui sont en avance, c'est des enfants qui abordent des thématiques qui ne sont pas celles du tout de leur père. Donc effectivement, dans la cour de récréation ou en classe, ils présentent des petites difficultés interactives, ils sont un peu isolés. Et puis c'est des enfants qui ont des intérêts thématiques qui sont aussi particuliers. C'est vrai que quand on a 5 ans et qu'on s'intéresse au cosmos, c'est un peu particulier. Bon. Donc c'est des enfants qui à la fois pourraient être un petit peu en difficulté sur le plan scolaire au niveau de la socialisation et qui par les thématiques très particulières, pourrait faire penser à certains TSA. Bon, je vous assure tout de suite que cette confusion, aujourd'hui, elle mériterait quand même d'être dénoncée en tant que telle. Le deuxième problème, c'est plutôt le problème inverse, c'est qu'il y a des gens qui pensent que TSA et HPI, c'est des associations qui ne sont pas possibles. Alors, on trouve ça dans une certaine littérature, et cette fois-ci dans une littérature scientifique, hein, je pense à Reuter dans les années 70, qui disait c'est impossible. Je vous rappelle qu'à l'époque, on était dans une position qu'on pourrait appeler une position défectologique, c'est-à-dire on pensait que l'autisme était associé systématiquement à des difficultés intellectuelles, et l'idée sur laquelle on pouvait associer des caractéristiques intellectuelles exceptionnelles à un TSA, pour certains chercheurs, cette donnée était impossible. Bon. Donc il faut lever ces deux ambiguïtés et partir du fait que ce constat clinique, il existe, mais encore une fois, il est assez rare. Alors, les questions que je vous propose d'aborder pendant cette petite heure, les questions qui sont traitées actuellement dans la littérature sont de 3 ordres. La première, c'est d'essayer de définir ce qu'on appelle le HPI, au potentiel intellectuel. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Rien que sur la définition de l'intelligence, les gens ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de consensus. Alors, c'est quoi être très intelligent quand on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence? Vous voyez que ça commence pas bien. Hein. Et puis, le deuxième problème, c'est effectivement la définition de l'intelligence dans le cadre d'un TSA, dans la mesure où il y a des particularités, hein, à fabriquer des connaissances. Et donc, il faut qu'on fasse un petit peu le point, hein, sur cette question-là. Et puis, dans la dernière partie, donc, j'essaierai de faire la synthèse sur les différences et les ressemblances qu'il peut y avoir entre HPI et TSA. Alors, pour essayer de fixer un petit peu pour se représenter, pour incarner un petit peu ce phénomène,
Bon, j'ai choisi Michelle Dawson, je ne sais pas si vous la connaissez tous. Donc il s'agit d'une personne avec autisme, elle en parle, le diagnostic a été fait il y a fort longtemps. Elle est née en 61, donc si mes calculs sont justes, elle doit à peu près avoir aussi 61 ans. Et c'est probablement une des meilleures chercheurs sur l'autisme actuellement. Elle travaille à Montréal avec Laurent Montron, et c'est une personne donc qui essaie de faire évoluer l'autisme en tant que différence, et non pas sur ses aspects négatifs, c'est-à-dire sur ses aspects handicapants. Et c'est elle qui essaie de promouvoir une évaluation de ce que pourrait être l'intelligence autistique, vous voyez, avec tous les problèmes méthodologiques que ça peut poser, le choix des outils, etc. Bon. Et c'est vraiment une chercheuse absolument exceptionnelle, qui a une intelligence exceptionnelle. Alors, pour vous donner quelques informations, elle connaît sur l'autisme entre 5000 et 10 000 articles. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas si vous avez interviewé, là, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la recherche, mais interviewé les universitaires qui connaissent leur domaine de prédilection par cœur, vous verrez que quand on connaît entre 1000 et 1500 articles, c'est un maximum. C'est un maximum. Alors, il ne s'agit pas de les connaître en tant que tels, il faut les hiérarchiser, il faut les classer, etc., etc. Il faut pouvoir en parler. Bon, bref. Donc là, on est vraiment devant un phénomène intellectuel qui est vraiment tout à fait étonnant. Alors, ce qui est un petit peu amusant, c'est que ces intérêts restreints là, qui sont actuellement centrés sur l'autisme et sur les documents, sur la littérature autistique, dans la chronologie des choses, dans son histoire, ne se sont pas passés comme ça. Au début, elle s'intéressait aux publicités qui étaient dans les boîtes aux lettres, et petit à petit, ces publicités, elle s'est mise à les décortiquer, et puis elle est partie sur les articles un petit peu plus scientifiques. Après, elle s'est intéressée au droit, elle connaissait tous les articles de droit, et notamment le droit qui portait sur le travail, et puis dans un troisième temps, donc elle s'est spécialisée sur la littérature autistique. Bon. Donc voilà ce qu'on appelle vraiment une double exceptionnalité, une double exception, quand je présente notre ami Michel. Alors, on va commencer par aborder la première question, qui n'est pas la plus compliquée, mais enfin qui pose quand même un certain nombre de difficultés, qui est la question de la définition du haut potentiel et qui est la définition de l'intelligence en tant que telle. Alors, je vous rappelle que l'intelligence, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais c'est un concept qui est tellement à large spectre que, encore une fois, il ne fait pas consensus. C'est-à-dire que si je vous demandais de prendre un papier et puis de me définir ce terme-là en quelques minutes, vous verriez qu'il y aura pratiquement autant de réponses qu'il y a de personnes dans la salle. Donc vous voyez que ça ne commence pas bien. Alors, je sais qu'en général, vous allez tous partir sur des définitions un petit peu larges. L'intelligence, ça sert à s'adapter, etc., etc. Mais vous voyez que remplacer un concept large par un concept qui est aussi large, bon, on ne fait pas beaucoup avancer les choses. Alors, je vais quand même prendre un petit risque, et peut-être que le consensus sur lequel nous pourrions nous mettre d'accord quant à cette notion serait le suivant. L'intelligence, c'est la fonction. Alors, c'est plutôt une métafonction, c'est-à-dire c'est une grande fonction dans laquelle on pourrait probablement la décomposer en sous-fonctions, mais c'est la grande fonction qui permet d'acquérir des connaissances, de construire des connaissances et de les organiser, de les stocker et de les restituer. Vous voyez, je prends pas un risque énorme en disant ça, mais quand même le sentiment, à force d'en parler devant des publics très divers, qu'on arrive quand même à se mettre d'accord sur cette définition. Alors, pour ce faire, j'aimerais quand même vous rappeler que le bébé humain est le sujet humain jusqu'à sa majorité, pas sa majorité en termes administratifs, en termes juridiques, mais sa maturité neuropsychologique, qui se situe entre 24 et 25 ans, il est condamné à apprendre. Le bébé humain, l'adolescent, le jeune adulte, il est condamné à apprendre pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que la particularité du sujet humain, c'est qu'il a exporté sa culture, parce qu'il était incapable de la stocker dans son petit cerveau, donc il l'a exportée à l'extérieur, et que quand on exporte quelque chose à l'extérieur, il faut se l'approprier, et on estime aujourd'hui que la culture est tellement large qu'il faut au moins pratiquement entre 25 et 30 ans pour se l'approprier. Et c'est à l'âge adulte, donc, on va utiliser ces connaissances pour essayer de participer au plan du social et être efficace. Bon, voilà un petit peu la logique de cette notion d'intelligence par rapport à la notion de cognition, de connaissance et d'adaptation. Alors,
Première chose sur laquelle il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, c'est sur ce qu'on pourrait appeler la structure hiérarchique de l'intelligence. Il y a encore des gens qui pensent que l'intelligence ne se décline pas au singulier, qu'elle se décline au pluriel, autrement dit qu'il y a des intelligences multiples, qu'il y a des formes d'intelligence multiples. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, ce n'est pas ça qui pose problème. Mais ce qui pose problème, c'est l'idée selon laquelle ces formes d'intelligence pourraient-elles indépendantes les unes des autres. Par exemple, est-ce que le langage est indépendant du raisonnement spatial, est indépendant des capacités de mémorisation, etc., etc. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus au niveau international qui fait qu'on est sur une logique hiérarchique et qu'il y a une espèce de facteur commun qu'on appelle le facteur général, qu'on appelle le facteur G, qui va s'inscrire en termes de chiffres dans le fameux QI, qui est un espèce de pilote qui va organiser l'intelligence en tant que telle. Donc, oui, il y a des formes d'intelligence dans l'intelligence, donc on peut mettre l'intelligence au S, mais il y a quand même une supra-intelligence, une super-fonction qui va coordonner tout ça. Bon. Et vous voyez, rien que sur cette question-là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et entre collègues, bon, il nous arrive de nous chipoter quand même sur cette question. Alors, pour prendre une métaphore, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais imaginez que j'ai un bras qui mesure 1,20 m et que j'ai un bras qui mesure 20 cm. C'est vrai que l'idée de faire la moyenne entre les deux, c'est-à-dire de calculer un facteur général, n'a pas de sens. Mais, pardon. Vous voyez, je parle avec mon bras devant, mais vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, il faut quand même que je me dépatouille avec mon bras qui fait 1,20 m et mon bras qui fait 20 cm. C'est-à-dire que si je dois jouer du piano, ben, je vais être embêté. Puis si je dois utiliser un râteau, je vais être embêté. Donc, à un moment donné, il va bien falloir quand même que je coordonne ces deux bras qui sont de distance inégale. Pour l'intelligence, c'est tout à fait la même chose. Hein. Bon. Alors, dire que ces intelligences sont coordonnées, ça veut simplement dire que sur des grands groupes, alors ça ne marche pas du tout au niveau individuel, mais que sur des grands groupes, eh bien, quand on est bon dans un domaine, ben, il y a de fortes chances qu'on soit aussi bon dans un autre domaine, etc., etc. Ou quand on n'est pas bon du tout dans un domaine, il y a de fortes chances qu'on soit aussi relativement mauvais dans un autre domaine. Donc, voilà ce que ça veut dire au niveau clinique quand on dit qu'il y a un facteur général dans l'intelligence et que ce facteur général peut être habillé avec un terme mathématique qu'on appelle le quotient intellectuel. Alors, toujours dans les généralités sur l'intelligence, tout le monde pense aujourd'hui que le cerveau humain, le cerveau du bébé, il est déjà pré-câblé pour traiter un certain nombre d'informations. Bon. Et ce pré-câblage, nous l'avons hérité de l'espèce humaine et de l'espèce préhumaine. Autrement dit, quand bébé arrive au monde, il est déjà prêt à traiter un certain nombre d'informations. Bon. Et ces informations, aussi différentes soient-elles, peuvent relever effectivement de ce qu'on appelle les intelligences multiples. Donc il est déjà capable de faire la différence entre les sons de parole, c'est-à-dire les sons humains, avec les sons musicaux. Il est capable de traiter des petites quantités. Quand on lui montre 3 points et quand on lui montre 12 points, ben, il n'est pas capable de compter. Personne ne me dit que les bébés de quelques heures de vie savent compter. Mais en tout cas, on arrive à montrer qu'ils sont capables de faire la différence entre des quantités. 10 minutes de vie. 10 minutes de vie. Hein. Bon. Il est capable de faire la différence entre ce qui relève de soi et ce qui relève d'autrui. Il est capable de détecter des mouvements dans son environnement. Il est capable de détecter des mouvements quand ils sont issus d'une personne ou quand ils sont issus d'un objet. Quelqu'un qui se déplace ou un objet qui tombe, bébé est capable de faire la différence, c'est pareil, 10 minutes de vie. Et puis, il est capable de traiter des données spatiales. Bon. Ce qu'on dit, par contre, c'est que pour que ces formes d'intelligence soient activées, se mettre en place, il faut qu'ils reçoivent les informations nécessaires. Autrement dit, des bébés qui seraient dans des environnements carencés ou trop carencés et pour lesquels ces informations ne seraient pas présentées, seraient en difficulté développementale. Et donc, vous voyez bien que dans les troubles du neurodéveloppement, on commence aussi à se demander si ces informations ont été correctement présentées, suffisamment présentées, bien présentées, et qu'elles ne pourraient pas, non pas expliquer le trouble en tant que tel, mais si elles ne pourraient pas amplifier les difficultés présentées par ces sujets. Donc voilà un petit peu où on en est hein, sur ces débuts de l'intelligence, sur ces formes d'intelligence différentes, et sur le fait qu'elles soient associées entre elles. Alors,
Juste un petit mot quand même sur une forme particulière qu'est le langage. Bon, dans les discours communs, on a un petit peu l'impression qu'il y a une forme d'intelligence qui serait l'intelligence linguistique, le langage en tant que tel. Aujourd'hui, on commence à penser un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on pense que le langage a une mission, a une fonction qui est assez particulière, qui est une fonction d'échafaudage, qui est une fonction de catalyseur par rapport aux autres formes d'intelligence. Donc, ça ne serait pas une forme indépendante par rapport aux autres, mais elle aura une mission de catalyser les informations et de les coordonner par rapport aux autres formes d'intelligence. Et on montre, encore une fois, alors ça, on va faire un petit cocorico, c'est des chercheurs français qui l'ont montré il y a quelques années, que bébé, que les zones cérébrales donc, qui vont participer à l'activité linguistique sont activées déjà au niveau fœtal, c'est-à-dire qu'il y a déjà une spécialisation, même si bébé, en termes de production, ne parlera qu'au bout de la première année, ou 15 mois, ou 18 mois, mais il y a déjà des localisations qui sont hyper spécialisées dans le cerveau de bébé, et ceci au niveau fœtal et bien évidemment à la naissance. Et puis le dernier point sur les généralité, c'est de dire que l'intelligence se développe, qu'il y a des niveaux d'intelligence différents, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des formes d'intelligence comme ça qui sont les mêmes, quelles que soient les caractéristiques des problèmes que nous aurons à traiter, et que d'un point de vue développemental, bébé, il va commencer à traiter des problèmes qu'il peut traiter, et les premiers problèmes que bébé va traiter, c'est des recherches d'informations qui sont liées à la sensorialité. Donc, avant d'identifier un objet, je vais d'abord devoir savoir s'il est chaud, s'il est dur, s'il est mou, s'il est rugueux, etc., etc. Et donc, petit à petit, quand j'ai extrait ces caractéristiques, je vais être capable de lui prêter des caractéristiques fonctionnelles. La petite voiture que je fais rouler, qui est bleue, qui est chaude, je peux la faire rouler. Puis après, je suis capable de lui prêter des attributions fictionnelles. Je suis capable de mettre de l'essence dans la petite voiture, même si je n'ai pas d'essence. Je suis capable de nourrir la poupée, même si je n'ai pas de soupe. Et puis le dernier point, c'est le niveau symbolique sur lequel nous travaillons ensemble aujourd'hui, où là, il y a une indépendance entre ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. Autrement dit, il n'y a pas de relation entre l'objet que je traite et puis sa signification. Bon, donc il faut bien repérer ce niveau-là parce que ça nous permet, notamment dans les troubles du neurodéveloppement, de constater que certains enfants, de par leurs difficultés développementales, peuvent rester fixés sur des niveaux sensoriels ou sur des niveaux fictionnels ou sur des niveaux fonctionnels. Bon, voilà, donc ça c'est là. Vous voyez, c'est les grandes généralités qui sont aujourd'hui partagées dans la littérature internationale pour essayer, dans un premier temps, de définir donc ce qu'on appelle l'intelligence. Deuxième problème, c'est le problème des HPI. HPI, haut potentiel intellectuel, et qui aujourd'hui, je vous le rappelle, est défini par une seule variable, qui est le quotient intellectuel. Alors, première question, est-ce que c'est une catégorie naturelle ou est-ce que c'est une convention? Vous voyez que rien que cette question-là, je veux dire, elle mériterait des débats, et dans la littérature, il y a vraiment des débats qui sont infernaux. Catégorie naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'entre nous, on est capable de trouver des critères comportementaux ou d'autres critères qui permettraient d'identifier une personne en tant que HPI. Bon. Quand on commence à y réfléchir, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Bon. Deuxième notion, c'est l'idée, comme je suis incapable de faire ça, je vais prendre des outils standardisés, des tests d'intelligence, et puis je vais fixer un seuil, et puis je vais dire qu'au-delà de ce seuil, les gens qui répondent de cette façon-là, on va les appeler HPI. Bon. Donc ça, vous connaissez tous la courbe de Gauss, vous connaissez tous la courbe du QI. Donc l'intelligence, quand elle est évaluée sur des très grands groupes, se distribue de cette façon-là. Cette distribution, c'est ce qu'on appelle une distribution normale. Ça veut dire que la grande majorité, les 3/4 des sujets obtiennent des notes moyennes, et que plus on s'écarte de la moyenne, moins il y a de sujets. Bon. Et donc l'idée, c'est que je vais travailler sur les sujets qui ont d'excellentes notes, qui ont les meilleurs résultats, et je vais fixer un seuil. Ce seuil, il est parfaitement autoritaire, il est parfaitement arbitraire. Ce seuil, il était fixé à 130, et ce seuil de 130, ça capture, ça caractérise une population qui est de l'ordre de 2%. Donc,
par définition, parce que je suis un autocrate, je décide que 2% de la population mondiale en tant que telle, qui a des résultats de ce type, rentre dans la catégorie des HPI. Bon, que vous soyez d'accord ou non, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la seule définition que j'ai à vous proposer. Alors, vous voyez bien que cette définition, elle est quand même pas sans poser problème, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, pour des raisons tout à fait discutables, ont repéré que leur enfant était assez malin, puis quand ils le testent, mais il n'est pas à 130, il est à 127. Bon, donc comment je vais faire pour qu'il soit dans les 130, pour qu'il soit HPI? Bon, là, il y a des enjeux un peu narcissiques, il y a des enjeux un peu personnels. Donc, il y a des débats au plan social, au plan des conventions sociales, qui consistent soit à essayer de diminuer la zone d'éligibilité, soit au contraire à l'agrandir. Donc il y a des gens, à un moment donné, alors c'était aux États-Unis, qui ont dit on est HPI à partir d'un QI de 115. Vous voyez que quand on a un QI au-dessus de 115, ça capture quand même pratiquement 16% des gens. 16% des gens. Ça veut dire que dans une salle comme la nôtre, il y a 16% des gens qui rentreraient dans ce cadre-là. Et puis il y a des gens qui disent, mais 130, c'est beaucoup trop large comme spectre, on va fixer le seuil à 145. Et dans certains pays, les HPI sont définis à 145, et vous voyez que ça capture plus que 0,14% des gens. Bon. Donc vous voyez que cette convention, au plan des pratiques sociales, elle a quand même des conséquences qui sont extrêmement importantes. Bon. Et puis le dernier petit point, c'est qu'il y a une mauvaise répartition au niveau du sexe ratio, c'est-à-dire entre les garçons et les filles, quelquefois qui sont en faveur des garçons, quelquefois qui sont en faveur des filles. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que parce que les filles ont des attitudes par rapport aux tests psychométriques qui pourraient être un petit peu différentes de celles des garçons? On ne sait pas trop. Enfin, il y a quelques réflexions là-dessus. Bon, bref, j'espère que vous avez bien repéré les problèmes que ça posait. Alors, deuxième question qui s'est posée, quand on calcule la variabilité des QI chez le sujet humain, je vous rappelle que ce QI, il est utilisé dans tous les pays du monde qui peuvent l'utiliser en tant que tel. Il est borné, c'est-à-dire la note minimum, c'est 45, la note maximale, c'est 145. Donc quand vous lisez dans une certaine littérature que Einstein a un QI de 210, je ne sais pas d'où il le sort. Je vous le dis franchement, la note maximale, c'est 145. Bon, déjà, il y a un petit souci. Donc méfiez-vous quand même des calculs du QI sur Internet ou dans l'écho de la mode. Ça n'a strictement aucun sens. Bon. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'entre 45 et 145, est-ce qu'au niveau du fonctionnement neuropsychologique, est-ce qu'au niveau du fonctionnement cérébral, est-ce qu'il y a des particularités entre ceux qui ont 130 et ceux qui ont 45? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une organisation cérébrale? Est-ce qu'il y a des capacités de traitement de l'information qui pourraient être différentes? On n'a rien trouvé pour l'instant. Autrement dit, la palette entre 45 et 145, au niveau cérébral, repère des fonctionnements qui sont assez comparables. Bon. Donc vous voyez qu'on n'est quand même pas très avancé sur l'idée qu'il pourrait y avoir des particularités ou des spécificités neuropsychologiques chez les personnes qui présentent un HPI. Bon. Ensuite, dernière chose, le QI, il y a aussi un discours ambiant souvent qui est très anti-QI. Bon. Je vous rappelle quand même que les QI, et là, c'est pas des centaines de travaux, hein, c'est des milliers de travaux au niveau international qui ont travaillé, qui ont essayé de mettre en corrélation cette note avec d'autres variables. Bon. Le QI, actuellement, quoi que vous puissiez en dire et quoi que vous puissiez en penser, est un des meilleurs c'est un des meilleurs prédicteurs de l'adaptation des gosses à l'école. C'est un des meilleurs prédicteurs de l'adaptation au monde professionnel. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir des batteries de tests extrêmement sophistiquées pour embaucher quelqu'un. Quelquefois, le QI est probablement le meilleur indicateur. Bon. Et puis, on a montré aussi que dans les cadres du TND ou dans les cas des troubles psychopathologiques, le QI était un excellent prédicteur de la sévérité. Autrement dit, il y a une corrélation négative entre le QI et la sévérité du trouble, à tel point d'ailleurs qu'un excellent QI peut masquer un trouble. Hein. Bon. Et puis, on a montré aussi que, parce que là, il y a des gros débats entre spécialistes, que quand un QI est très disharmonique, c'est-à-dire quand il est issu de notes qui sont très déviantes entre elles, eh bien, les capacités de prédiction restent exactement les mêmes. Bon. Alors qu'il y a beaucoup de psychologues qui disent que quand un QI est trop disharmonique, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas l'exploiter, que ça n'a pas de sens. Ben, tous les résultats actuels montrent que le QI ne perd absolument pas de ses compétences de prédiction en tant que tel.
Alors, juste un petit mot, là, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais pour vous dire quand même qu'il y a un petit consensus qui s'est installé dans la littérature aujourd'hui au niveau de la modélisation du fonctionnement intellectuel et de l'intelligence. Et le consensus, c'est ce qu'on appelle le modèle CHC, hein, qui a été proposé par 3 psychologues, Cattell, Horn et Carroll, donc c'est leurs initiales qui sont restées. Et c'est ce modèle donc, qui est utilisé dans les tests d'intelligence actuellement. Et le test d'intelligence qui s'est répandu de par le monde. Alors, me demandez pas pourquoi c'est ce test. Alors, ce test, c'est le WISC, hein, c'est les échelles de Wechsler. Me demandez pas pourquoi ce test s'est imposé au niveau international. Il n'y a aucun argument qui autorise à penser qu'il s'est imposé pour des raisons scientifiques. Il y a probablement d'autres raisons, des pratiques sociales, des raisons financières, des raisons je ne sais pas, de marketing. Bon, il y a d'autres tests qui sont utilisés, qui ont d'aussi bonne qualité métrique que le WISC, mais actuellement, l'outil international qui est repéré de par ses qualités métriques au niveau international, c'est le WISC. Et donc, le WISC va capturer un tout petit morceau du modèle hiérarchique CHC, et donc va décomposer l'intelligence en 5 facteurs, qu'on appelle l'intelligence cristallisée, l'intelligence fluide, l'intelligence qui va permettre de traiter les données spatiales, un facteur qu'on appelle la vitesse de traitement et un facteur de mémorisation qui porte essentiellement sur la mémoire de travail ou sur une composante de la mémoire immédiate. Donc voilà un petit peu comment l'intelligence est appréciée, comment elle est mesurée par le Wechsler et comment elle va se traduire en termes de quotient intellectuel. Et donc vous voyez bien que ces facteurs peuvent présenter des niveaux tout à fait différents chez un même sujet et peuvent être donc très, très hétérogènes. Bon. Donc je vous ai remarqué ce que je disais précédemment, mais avec l'idée que pour apprendre quelque chose, il faut aussi le répéter. Hein. Donc l'intelligence, elle est bornée, pas bornée au sens où elle met des bornes, on peut créer un espace hein, entre 45 et 145, donc tous les QI en deçà et en delà n'ont rigoureusement aucun sens, et que ce QI permet de faire quand même du pronostic quant aux compétences adaptatives. Et encore une fois, ces compétences adaptatives, indirectement, elles traduisent donc la capacité à fabriquer ou à s'approprier les connaissances qui sont nécessaires à notre fonctionnement social et à notre développement. Bon. Alors, très rapidement, là, je vous montre, c'est assez étonnant, mais le profil moyen d'enfant HPI, d'enfant potentiel intellectuel. Alors, déjà, vous voyez que ce profil, il est très hétérogène, hein, puisqu'on a des notes qui sont hautes et on a des notes qui sont basses. Alors encore une fois, c'est des profils qui sont obtenus sur des grands groupes. Donc, on a moyenné des enfants dont on envisage l'hypothèse qu'ils aient les mêmes caractéristiques. En l'occurrence, c'est des enfants qui ont un QI supérieur à 130. Et donc, vous voyez que les notes qui sont en haut, c'est les notes qui correspondent à l'intelligence cristallisée, à l'intelligence verbale, donc cette forme d'intelligence qui permet de construire des connaissances en mobilisant le langage. Alors, chose assez étonnante, vous voyez que les notes les plus basses, c'est les notes qui portent sur la vitesse, sur le traitement de l'information, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on a un petit peu l'impression que les enfants qui sont intelligents pensent vite, et vous voyez que là, au niveau des résultats, on a des résultats qui sont exactement inverses, c'est-à-dire que ces enfants-là, quand on leur donne des problèmes à traiter, eh bien, ils prennent leur temps. Ils donnent du temps au temps. Et donner du temps au temps, ça se traduit au niveau de la vitesse d'information par des résultats qui, quelquefois, ne sont pas du tout en rapport avec leurs compétences intellectuelles en tant que telles. Donc on a déjà des informations intéressantes hein, sur le profil cognitif des personnes avec HPI. Alors encore une fois, c'est un profil moyen et il ne s'agit pas de l'exporter au plan individuel. Alors la question qu'on s'est posée, bien évidemment, mais je l'aborderai par la suite, c'est est-ce que dans le TSA, on retrouve des profils un peu similaires? Et on a été surpris, c'est-à-dire on retrouve exactement les mêmes profils dans le TSA, mais encore plus disharmoniques. C'est-à-dire que les aspects verbaux sont encore plus accentués et les aspects de vitesse de traitement sont encore plus diminués. Donc pas de différence dans les profils WISC entre les enfants HPI et les enfants TSA, excepté le fait que la disharmonie est un petit peu plus importante chez les enfants avec TSA.
Alors, vous l'avez marqué, mais ça, c'est pas très important. Sachez quand même que chez les sujets qui ont participé à l'étalonnage, c'est-à-dire qui sont indemnes de toute difficulté développementale, on a 30% des sujets qui présentent un profil dysharmonique. Sachez que chez les enfants HPI, on arrive à 75%. Autrement dit, l'aspect dysharmonique du fonctionnement cognitif est pratiquement la règle chez les enfants qui présentent un HPI. Bon, là, il y a une petite unanimité sur cette question-là. Alors, juste un petit mot là, sur les deux grands aspects de l'intelligence. Enfin, sur la première décomposition, vous vous souvenez, les aspects verbaux et les aspects non-verbaux, qui rentrent dans la littérature sur ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que d'abord, c'est intéressant d'un point de vue développemental, c'est-à-dire qu'on montre que ces formes d'intelligence ont des évolutions, ont des destinées qui sont tout à fait différentes. Bon, même s'il y a un papier là, qui vient de sortir qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin bon, passons. La première, c'est de dire qu'il y a une forme d'intelligence, donc l'intelligence cristallisée, celle qui mobilise le langage pour construire des connaissances, qui va atteindre son apogée donc à partir de 24-25 ans et qui va continuer à se développer. Bon, autrement dit, c'est une forme d'intelligence qui ne va pas se dégrader avec le temps, et non seulement elle ne se dégrade pas avec le temps, mais elle augmente. Ce qui fait que les personnes un peu âgées, telles que moi, eh ben avec le temps, on prend du plaisir à faire des mots croisés, à regarder les chiffres et les lettres. Bon, on est excité intellectuellement par le vocabulaire avec le vieillissement. Bon. Et on montre que cette forme d'intelligence chez les HPI, non seulement elle est stable, mais en plus elle grimpe. Bon, autrement dit, c'est des personnes qui continuent à développer leur intelligence cristallisée, même à 90 ans. Bon. Et la deuxième chose, par contre, qui est un petit peu plus étonnante, c'est l'intelligence fluide. Là, il y a des travaux qui montrent qu'elle commence à décliner. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas un déclin spectaculaire, mais à partir de 20-24 ans, au niveau attentionnel, etc., on observe un léger déclin. Et ce léger déclin, il est quand même très mal foutu, si je puis dire, dans la mesure où il affecte d'autant plus les sujets que le niveau intellectuel est bas. C'est-à-dire que plus on part de bas, plus on va bas, et plus on part de haut, et plus on va haut. C'est-à-dire que le déclin est beaucoup moins important, ce déclin sur l'intelligence fluide est beaucoup moins important chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel. Alors que quand on a une déficience intellectuelle, le déclin est très spectaculaire. Bon, alors, il y a des travaux qui montrent, récents, ils sont sortis la semaine dernière, qui disent qu'en fait, ce déclin, il sera peut-être un petit peu plus tardif. Bon, ça reste à vérifier, je vous donne cette information comme ça, sous toute réserve. La dernière chose, il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet Flynn, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est le constat selon lequel l'intelligence fluide augmente avec le temps. Donc ça a été fait chez les garçons au moment du service militaire et dans beaucoup de pays, puisque les tests qui servent, là je pense aux messieurs qui ont fait leur service militaire, les tests qui servent à évaluer l'intelligence des futurs recrues dans le temps portaient sur l'intelligence fluide. Et donc on dispose depuis le début du siècle jusqu'à maintenant des données qu'on peut comparer. Et il y a des travaux qui montrent que dans la quasi-totalité des pays, le niveau intellectuel baisse. Il a augmenté jusque dans les années 2000, et à partir des années 2000-2002, on commence à avoir un léger déclin. Alors ça, c'est un petit peu inquiétant. Hein. Alors, est-ce que c'est des problèmes de malbouffe? Est-ce que c'est des problèmes de climat? Est-ce que c'est des problèmes de je ne sais pas quoi? Mais en tout cas, il y a sûrement des variables qui sont corrélées et qui pourraient expliquer ce léger déclin. En France, par exemple, depuis 2002, on a perdu 2 points de QI en moyenne. Ça paraît très peu comme ça, mais je peux vous assurer que sur des grands nombres, c'est absolument énorme. Bon. Donc on est de plus en plus cucul à praline, quoi. Alors je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais il y a de quoi être un petit peu inquiétant. Il y a de quoi être un petit peu inquiet quand même. Hein. Bon. Alors, ensuite, alors je reviens sur mes modèles, je reviens sur ma question du HPI. On dispose aujourd'hui d'une pluralité de modèles. C'est pour vous dire, quand il y a une pluralité de modèles, ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord, je vous le dis franchement. Bon. Donc une pluralité de modèles pour essayer de définir ce qu'on appelle ce qui relève du HPI. Alors, il y a 2 grandes catégories de modèles. Il y a des modèles dans lesquels on a essayé d'ajouter des critères en se disant que le seul critère QI n'était pas suffisant. C'était vraiment insuffisant. Donc des modèles qui ajoutent des critères. Le modèle que je vous présente là, le modèle en 3 anneaux et le modèle de Redsuli est un exemple. Et donc dans les critères qui sont proposés, pour définir un HPI, il faut des critères de créativité. Il faut être intelligent.
il faut être créatif, et puis il faut avoir envie d'apprendre, ce qu'on appelle l'engagement dans la tâche. L'engagement dans la tâche, c'est un facteur de personnalité, c'est ces personnes qui ont envie de comprendre, ces personnes qui ont envie de savoir, ces personnes qui lisent tout le temps, etc. etc., etc. Donc, voilà une proposition théorique qui a été faite pour essayer de mettre des critères un petit peu plus précis sur ce qu'on appelle le HPI. Mais vous voyez que plus on introduit de critères, plus la prévalence, elle va diminuer, bien évidemment. Donc des 2% classiques, on va passer à 1% sans difficulté. Bon. Donc ça, c'est la première solution. Alors, je vois que le temps file à une vitesse catastrophique, donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Alors, sur le critère de la créativité, on pourrait se dire c'est évident, HPI, il faut forcément être créatif. Ben, quand on soumet à l'examen de la preuve cette notion-là, ben, on s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça. Bon. D'abord, on a essayé de définir ce qu'on appelle la créativité, on a essayé de mesurer la créativité. Ben, je peux vous assurer qu'il n'y a vraiment pas de consensus dans la littérature actuellement. Alors, pour illustrer la créativité, là, j'étais prendre un dessin de Picasso quand il avait 9 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, il avait 9 ans. Hein. Donc il dessine, le dessin s'appelle les taureaux et les colombes. Hein. Et donc là, ça vous donne un excellent exemple de ce qui pourrait relever de caractéristiques relevant de la créativité. Alors, parmi les petits tests, je vais aller très très vite, là, qui portent sur la créativité, j'ouvre mon chronomètre, pendant 2 secondes, je vous donne la lettre L et vous allez me nommer le maximum de mots qui commencent par L. Bon, vous avez 2 secondes. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des sujets qui sont capables de vous donner 50 mots, puis vous allez vous apercevoir qu'il y a des sujets qui sont capables de vous donner 2 ou 3 mots. Donc il y a une variabilité énorme dans ce qu'on appelle la fluence verbale. Donc on a des petits tests comme ça qui permettent de mesurer la fluence, la qualité des mots, leur usage, etc. etc. Bon. Est-ce que ces tests-là mesurent vraiment la créativité? Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Bon. Alors après, on est passé sur d'autres tests un petit peu moins verbaux. On vous donne un trombone et en 2 minutes, on vous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec un trombone. Bon. Et donc là, vous avez des sujets qui sont capables de vous donner 50 fonctions différentes du trombone, puis vous avez des sujets qui sont capables de vous donner une fonction. Est-ce que ça mesure la créativité ou pas? J'en sais rien. Bon, puis après... on ne peut pas lire, peu importe, mais on a inventé comme ça des tas de petits problèmes qui portent là-dessus. Vous avez un dessin, vous voyez, donc c'est des ombres, des tâches, et donc on vous demande de compléter le dessin pour que ce dessin prenne de la signification. Et donc vous voyez, là, l'enfant a trouvé que c'était un sandwich et que la personne allait aller manger le sandwich. Bon. Voilà ce qu'on appelle la créativité aujourd'hui et la mesure de la créativité. Donc on en est là, vous voyez, c'est quand même pas très innovant, me semble-t-il. Le problème de fond, c'est quoi? C'est qu'on a essayé de voir si cette mesure de la créativité, elle était liée au QI. Autrement dit, est-ce que les personnes qui avaient un QI supérieur, notamment supérieur à 130, avaient des bons résultats aux tests de créativité? Eh bien, on n'a pas trouvé ça du tout. C'est-à-dire qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas de corrélation entre le haut niveau intellectuel et la créativité. Que la créativité, elle était corrélée, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans les bas niveaux intellectuels, entre 45 et 100. Là, c'est incontestable qu'il y a une corrélation entre ces 2 variables-là. Par contre, au-dessus de l'intelligence moyenne, la corrélation disparaissait et quelquefois, elle était voisine de 0. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont intelligents et créatifs, et puis il y a des sujets qui sont intelligents et qui ne sont pas du tout créatifs, tels que la créativité est explorée dans les tests que je vous ai proposés. Donc vous voyez qu'ajouter des critères pour définir le QI comme celui-là, ben, ça ne fait pas non plus consensus. Bon. Donc on retombe un petit peu au point de départ. Alors, dans les autres propositions, alors je vous montre quand même un petit exemple là, pendant quelques secondes là, sur l'activité graphique, sur le dessin chez les enfants HPI. Donc là, sur le premier dessin là, qui est sur votre gauche, donc vous avez un dessin classique dessin du bonhomme chez un enfant de 36 mois, donc de 3 ans. Et après, vous avez des dessins chez les enfants dont on est sûr qu'ils sont HPI, hein, pour lequel le niveau intellectuel est supérieur à 30 ans. Donc vous voyez que le dessin de Ethan, de 2 ans, 6 mois, je ne sais pas si vous imaginez, je veux dire, comparer le dessin du bonhomme avec celui de Ethan.
Bon, des dessins en perspective, on a l'impression de mouvement, de kinesthésie. On a le dessin de Peter là, qui est à 3 ans, 7 mois, et on a le même Ethan là, quelques années plus tard. Alors, vous allez me dire que sur une thématique qui est un peu comparable, là, puisque dans son premier dessin, il dessine une bétonnière, et que quelques années plus tard, il dessine toujours un camion. Mais je vous assure qu'il n'est pas du tout autiste. Mais est-ce que vous voyez un petit peu la puissance dans la perspective et dans la dynamique de ces dessins-là chez ce type d'enfant? Alors, tous les enfants avec haut potentiel n'ont pas ces compétences graphiques en tant que telles, mais en l'occurrence, là, on a un excellent marqueur. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que ces enfants-là vont devenir des peintres, des génies ou des dessinateurs de génie? Et donc, c'est la question qu'on va essayer de traiter maintenant sur la deuxième proposition. Donc, je vous rappelle, la première catégorie, c'est on rajoute des critères ou on essaie de faire cohabiter des critères pour définir le HPI. Deuxième proposition, c'est de dire on devient HPI. Bon, alors on devient HPI, c'est-à-dire que là on va vraiment, alors c'est la position d'un psychologue qui s'appelle Monsieur Gagné, qui est au Canada, qui est à Québec, hein, et donc qui propose de définir le HPI par ses conséquences, c'est-à-dire par le fait que ces enfants-là vont développer des expertises. Donc on va les recruter effectivement chez les personnes qui ont un QI supérieur à 130, mais ça ne va pas suffire. Il faudra que ces enfants-là montrent, de par leurs ambitions personnelles, de par les qualités du milieu dans lequel ils sont issus et ils vont se développer, sont capables de développer des talents exceptionnels, et c'est à partir de ces talents, c'est-à-dire c'est à partir de cette mesure indirecte quel talent qu'on pourra définir si ce sont vraiment des HPI ou pas. Donc vous voyez, c'est une deuxième proposition. Bon, je dois vous avouer que c'est celle qui me séduit le plus en tant que telle. Donc, c'est un processus qui se décrit en 3 temps. Le premier temps, c'est celui de l'éligibilité, c'est-à-dire de l'identification des sujets qui sont potentiellement, qui pourraient devenir potentiellement, parce qu'ils ne le deviendront pas tous, mais qui pourraient devenir potentiellement des enfants talentueux ou des enfants géniaux. Bon, je ne sais pas très bien comment leur dire. Bon, donc à partir d'un QI de 130, et ensuite, il y a ce qu'on appelle des catalyseurs, c'est-à-dire qu'il y a des éléments supplémentaires, il y a des variables supplémentaires qui sont nécessaires, certains traits de personnalité, les caractéristiques au niveau du langage aussi qui doivent être particulièrement développées, et peut-être la créativité, même si ce terme est contesté. Et puis, quand ces enfants font cohabiter une haute intelligence avec des caractéristiques personnelles que je viens de décrire, ça va pouvoir se traduire dans des domaines d'expertise, c'est-à-dire il va falloir que ces enfants travaillent, etc., répètent, etc., qu'on va appeler le talent. Et les domaines d'expertise, on va les trouver dans les arts, dans les sciences, dans les techniques et dans les langues. Bon, voilà ce qu'on appelle un modèle développemental du HPI. On commence par capturer un phénomène à partir de l'identification qui est celui du QI, et ensuite on envisage que ces enfants-là doivent posséder des caractéristiques personnelles dans un contexte particulier pour les développer et qui deviendront talentueux. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont un QI supérieur à 130 ne développeront pas des talents. Donc vous voyez qu'on a déjà quand même réduit singulièrement la population, ou la population des 2%, telle qu'elle était définie jusqu'à présent. Alors, je me répète un petit peu, hein, cette idée de catalyseur, là, cette idée de variable nécessaire pour développer un talent, ça va d'abord s'appuyer sur des caractéristiques qui sont liées au sujet, donc des caractéristiques de personnalité, des caractéristiques de motivation, de créativité, de précocité, et puis de compétences au niveau du langage. Ensuite, et ça c'est important, et c'est important aussi dans le TSA, c'est les ressources du milieu. C'est-à-dire que si les enfants ne trouvent pas un milieu qui va alimenter leurs compétences, ça ne marchera pas. Bon. Et dans le TSA, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes qui pensent que dans cette source d'information qui est nécessaire pour développer l'intelligence de ces enfants-là, certains sont en difficulté, non pas par rapport à leurs possibilités intellectuelles, mais par rapport au fait qu'ils ne trouvent pas dans leur environnement ces informations nécessaires. Bon. Et puis, le dernier point, c'est ce que dit Gagné, qui est un petit peu plus difficile à expertiser, c'est ce qu'on appelle la chance. Il y a des gosses qui ont de la chance, ça marche, et puis il y a des gosses qui n'ont pas de chance. Alors moi, je ne sais pas comment on fait pour évaluer la chance, mais en tout cas, vous voyez qu'il faut quand même additionner un certain nombre de caractéristiques pour arriver à fabriquer des gens dits talentueux.
Bon. Alors, sur la personnalité, juste un petit mot là sur ce qui se dit actuellement. Donc, ça concerne les caractéristiques personnelles de ces sujets-là. Alors, le modèle de personnalité qui fait consensus aujourd'hui, c'est le modèle à 5 facteurs. C'est-à-dire que c'est l'idée que chez tout un chacun, chez vous, chez moi, on peut décrire la personnalité avec 5 dimensions. Et donc, comme pour la variabilité du QI, on s'est demandé est-ce que les personnes avec HPI ont une personnalité ou un profil de personnalité qui est particulier et qui pourrait expliquer ces caractéristiques. On n'a pas trouvé grand-chose. Et les quelques résultats qu'on a à se mettre sous la dent sont loin d'être vraiment significatifs. Le seul facteur qu'on ait trouvé, c'est le facteur, on va dire, soif de connaissance. C'est des gens qui ont la fonction épistémophilique, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, c'est des gens qui ont envie de connaître. Bon, il y a une soif éperdue pour ce genre de domaine-là, c'est le seul facteur qu'on ait trouvé. Tous les autres facteurs sont loin d'être significatifs. Alors, on a trouvé qu'en moyenne, ils étaient un petit peu plus introvertis que les autres. En moyenne, ils étaient un petit peu plus agréables dans les relations interactives, un petit peu moins anxieux, contrairement à ce qu'on pensait, mais n'allons pas faire de ces profils des caractéristiques importantes, parce qu'elles sont peu... Enfin, la valeur des preuves que l'on peut donner est assez faible. Alors, sur les domaines de compétences, donc, ces talents vont s'exercer dans des domaines, j'en ai listé un certain nombre ici, les arts, les langues, les sciences, les techniques, le sport, la médecine et l'industrie. Et donc vous voyez bien que ces domaines-là sont des domaines qui sont socialement valorisés, mais que la définition du talent par le seul domaine d'expertise reste quand même aussi quelque chose d'assez difficile. Alors, j'ai pris des exemples qui sont peut-être un peu caricaturaux, qui sont peut-être un peu provocants, que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris notre ami Vladimir, j'ai pris notre ami Léonard, j'ai pris notre ami Jésus, et je pourrais vous poser la question, ces 3 personnes, il n'y a pas de problème. QI supérieur à 130 et éligibilité, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, s'il fallait définir leur talent, je pense qu'on serait un petit peu plus embêté. Dans quel domaine notre ami Vladimir est-il talentueux? Je pense que là, ça pose un certain nombre de questions. Bon. Donc vous voyez que cette notion de capturer un sujet juste par le QI et d'introduire ensuite cette notion de domaine d'expertise, même si elle paraît opérationnelle comme ça, elle reste quand même assez compliquée. Alors, pour Léonard de Vinci, je pense qu'on sera à peu près d'accord. Pour Jésus-Christ, si je vous demandais quel était son domaine d'expertise, vous verriez qu'on ne serait pas d'accord entre nous. Bon. Donc, vous voyez que cette question-là, elle reste quand même assez compliquée, ne serait-ce qu'au niveau définitionnel. Bon, allez, on ne va pas s'embarquer dans des trucs trop compliqués, mais ça explique quand même que dans la littérature, le consensus est loin d'être aussi puissant qu'on pourrait le faire. Alors, je dis un mot, juste un petit mot là, sur la question de l'autisme, mais sur la partie dans le spectre autistique des sujets qui sont éligibles par rapport au HPI. Alors, je vous rappelle que l'autisme aujourd'hui, donc, il est décrit sous la forme d'un spectre et que cette notion de spectre, je peux vous assurer qu'elle pose problème. Je veux dire, pour le chercheur, elle pose problème parce que le problème du spectre, c'est le problème des frontières du spectre, c'est qu'est-ce qui se passe à droite et qu'est-ce qui se passe à gauche, et que si on n'est pas capable de mettre des frontières dans un phénomène comme celui-là, on va se retrouver au niveau de l'épidémiologie devant des situations qui sont assez catastrophiques. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la prévalence de l'autisme, c'est 1% au niveau international, tel qu'il est décrit sur des critères relativement consensuels, mais qu'on a des papiers, il y a un papier en Corée du Nord qui montrait qu'il pouvait y avoir une prévalence de 1 sur 38. C'est-à-dire, on ne peut pas passer de 1% à 1 sur 38. Et pourquoi on est passé sur 1 sur 38 ? Parce que les frontières de l'autisme, elles ne sont pas consensuelles actuellement au plan international. Et ça, c'est un vrai problème. Bon. Et donc, vous voyez qu'association TSA et puis HPI, si déjà il y a des problèmes au niveau définitionnel, ça complique encore les choses. Alors, je vais faire défiler très, très rapidement les choses. La question, c'est quelle est la frange, la partie des personnes avec TSA qui sont éligibles pour faire partie de cette double exceptionnalité. Alors, il y a
dans le TSA, il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'il y a deux grands sous-groupes, ce qu'on appelle l'autisme prototypique et ce qu'on appelle l'autisme syndromique. L'autisme prototypique, c'est l'autisme pur, c'est l'autisme de Kanner, c'est l'autisme franc, c'est l'autisme du DSM-5, c'est les sujets qui sont correctement décrits par les critères internationaux aujourd'hui qui sont proposés. Dans cet autisme prototypique, on estime qu'il y a deux sous-groupes. Un sous-groupe des enfants qui parlent à un âge normal, et puis un sous-groupe dans lequel le langage est compromis. Les enfants commencent un petit peu à parler, et puis ça s'arrête, puis ça recommence à parler entre 4 et 5 ans, quelquefois un petit peu plus tard. On a même décrit dans la littérature des gens qui ont commencé à produire à 30 ans. Donc ça a parlé aux alentours de 12-15 mois, ça s'est remis à parler. Bon. Donc il y a une variabilité dans cette période-là de mutisme qui est extrêmement importante et qui permet de penser qu'on est quand même sur un autre sous-groupe. Donc, langage précoce et puis langage retardé. Puis l'autre sous-groupe, donc, c'est l'autisme qui est associé avec un terme qui n'est pas très joli, qu'on appelle des comorbidités, qu'on appelle aujourd'hui des troubles associés. Donc, c'est des sujets qui vont faire cohabiter un autisme avec un autre trouble du neurodéveloppement, ou avec des maladies génétiques, ou des maladies chromosomiques, ou d'autres conditions médicales en tant que telles. Bon. Et donc ces deux formes-là mériteraient quand même d'être tout à fait différenciées dans la mesure où leur développement, leur histoire développementale est tout à fait différente, et dans la mesure où les critères diagnostiques, bien évidemment, ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon. Et donc vous voyez que sur cette question-là, aujourd'hui, bon, j'espère que tous les CRA en France ont cette position, mais j'en suis pas tout à fait sûr, hein, qui continue à faire le Tour de France et à former les gens, je peux vous assurer que c'est pas aussi clair que ça. Et puis, il y a le vrai problème, qui est le problème des frontières de l'autisme, et qu'on appelle donc l'autisme invisible, qui rentre dans le cadre des phénotypes élargis. Alors, l'autisme invisible, ça caractérise deux types de populations. Il y a des personnes qui sont passées sous le radar et pour lesquelles le diagnostic va se poser très tardivement, notamment à l'âge adulte, quand il y a un changement de contexte. On va se marier, on va trouver du boulot, etc. On va essayer de trouver du boulot, etc. Donc, dans des ruptures d'environnement, la question va se poser au niveau de la socialisation, au niveau des capacités interactives. Bon. Voilà, donc ça c'est la première population. Et puis la deuxième population, c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout celles qui inondent les réseaux sociaux aujourd'hui, qui revendiquent, pour des raisons que je ne décrirai pas, mais qui revendiquent avec une obstination extrêmement soutenue le diagnostic d'autisme. Je veux avoir le diagnostic d'autisme. Et elles sont capables de faire le tour de France et de changer de médecin pour recevoir le diagnostic en tant que tel. Bon. L'hypothèse, alors, ça concerne beaucoup de femmes aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin bon, la population féminine est un petit peu surreprésentée sur cette catégorie-là. Et donc, vous voyez bien un peu tous les problèmes que ça pose quand certains médecins, pour des raisons de facilité, octroient ce diagnostic, alors qu'en fait, au niveau clinique, ça ne relève absolument pas de ce phénomène en tant que tel, mais vraisemblablement de problèmes de personnalité, personnalité limite, personnalité narcissique, etc., etc. Mais vous voyez bien que la question reste compliquée au niveau des pratiques sociales. Alors, juste pour vous dire, bien évidemment, que la population double exceptionnalité va être recrutée plutôt de façon préférentielle dans les autismes prototypiques et aussi dans les autismes avec diagnostic tardif pour lequel il y a quand même quelques incertitudes. Alors, après, on va rentrer quand même dans des... Alors, je vous rappelle aussi très rapidement que le diagnostic d'autisme est fixé par des critères qui sont précis aujourd'hui, mais qu'il y a 1000 façons de se présenter avec un autisme, il y a 1000 façons de vivre avec un autisme, et que ces 1000 façons, elles sont liées au fait que dans l'autisme, il y a ce qu'on appelle des spécificateurs, c'est-à-dire qu'il y a des variables qui sont relativement indépendantes du phénomène autistique. Dans la première des variables, c'est le niveau de langage. Le trouble autistique est probablement le seul trouble dans lequel on va trouver des personnes pour lesquelles il n'y a pas du tout de langage en production, et à l'inverse des personnes pour lesquelles le langage est très sophistiqué. C'est le seul trouble qui possède cette
caractéristique-là dans la variabilité du fonctionnement linguistique. Le deuxième spécificateur, c'est l'intelligence. Et donc, dans l'autisme, on va trouver des niveaux intellectuels qui vont de 45 à des niveaux intellectuels qui vont de 145. Donc, il y a une labilité, il y a une indépendance entre le phénomène autistique et ces deux variables-là. Et puis, les autres, c'est les critères de sévérité. Alors, ça, c'est important. On peut être un autisme prototypique, on peut être un autisme franc, on peut être un autisme de Kanner et avoir un autisme très sévère. Un autisme très sévère, c'est un autisme qui est handicapant au plan social, à tel point qu'il y a des gens qui sont avec un QI de 145 qui sont incapables d'aller chez le boulanger acheter une baguette. Bon. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens qui n'ont aucune incompétence sociale en tant que telle. Bon. Donc, vous voyez que tout ça, il faut en prendre compte. Et puis, le dernier point, c'est la comorbidité, ou les troubles associés. Effectivement, l'autisme peut être associé. Alors ça, c'est une grosse difficulté aujourd'hui au niveau des CRA, puisque ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les diagnostics complexes. Il faut qu'on soit capable de faire tous les diagnostics qui pourraient être présents chez un même sujet. Je vous rappelle qu'il y a 6 troubles du neurodéveloppement. Alors, on n'en a pas vu actuellement, mais on a vu des sujets qui pouvaient associer 4 troubles du neurodéveloppement. Un TSA, un trouble de l'attention, un trouble du langage et un trouble moteur. Et il faut être capable de différencier ces différents troubles-là. Et donc, vous voyez que ces facteurs-là sont des facteurs d'aggravation, bien évidemment, qui vont impacter à la fois l'adaptation et le QI. Donc tout ça est compliqué, je veux dire, au niveau de la démarche diagnostique en tant que telle. Alors, où est-ce qu'on va trouver donc la population éligible? On va la trouver à l'extrémité du spectre. Donc, chez les personnes pour lesquelles il n'y a pas de difficulté au niveau du développement du langage, il n'y a pas de difficulté au niveau du fonctionnement intellectuel, pour lesquelles il y a peu de comorbidité et pour lesquelles le niveau de sévérité... Alors, le niveau de sévérité, ça mériterait d'être en discussion, parce qu'il y a des personnes avec double exceptionnalité qui ont un autisme très sévère, et puis il y en a pour lesquelles l'autisme n'est pas du tout sévère. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en général, on les trouve quand même à l'extrémité du spectre, tel qu'il est défini par ces quatre spécificateurs. Alors, juste un petit mot là, sur QI et TSA. On pense, il n'y a aucune étude au monde, mais on pense que la distribution du QI dans le TSA est la même que la distribution dans la population normale. C'est-à-dire on fait l'hypothèse que c'est une courbe de Gauss, et donc on fait l'hypothèse que dans le TSA prototypique, le TSA sans comorbidité, on a une courbe de Gauss. Donc les QI, ils seront éligibles avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire 2%, et on pense que chez les syndromiques, c'est une courbe pour laquelle il y aura un petit peu moins de personnes éligibles, dans la mesure où on fait aussi l'hypothèse que les comorbidités sont un facteur d'aggravation, ou tout au moins un facteur qui va influencer non pas l'autisme en tant que tel, mais qui va influencer le développement des compétences intellectuelles. On sait aujourd'hui, par exemple, que la quasi-totalité des pathologies génétiques, voire des pathologies chromosomiques, je ne sais pas, je crois pas n'importe laquelle, n'ont pas un impact sur le TSA en tant que tel, mais ont un impact sur le développement cérébral et sur le développement de l'intelligence en tant que tel. Donc il paraît tout à fait logique de dire que la courbe d'intelligence qui concerne les autismes dits prototypiques puisse être un petit peu décalée sur la gauche, et donc que la population éligible soit un petit peu plus faible. Bon voilà, alors tout ça c'est des suppositions, c'est-à-dire qu'on fait des paris aujourd'hui à partir des synthèses d'articles qu'on peut lire au niveau international. Il n'y a pas de démonstration. Et si vous avez envie de faire une thèse sur la question, je vous y invite fortement. Il n'y a rien là-dessus. Alors que ça reste une question fondamentale, tout au moins quand on l'aborde et quand on la présente sous ce trouble-là. Alors, juste un petit mot quand même là, sur la mesure de l'intelligence, sur la mesure du QI chez les personnes avec autisme. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui montrent quand même que les tests classiques ne rendent pas service dans la mesure de l'intelligence chez les personnes autistes, parce que dans les tests d'intelligence, vous l'avez vu, il y a du verbal, il y a de la compréhension sociale, etc., etc. Et donc, par définition, ces enfants-là sont lésés, ces enfants-là sont stigmatisés par les épreuves auxquelles ils sont confrontés, parce que c'est là qu'ils ont leurs difficultés. Donc, c'est vrai qu'en général, les QI moyens qu'on observe chez les personnes avec TSA sont plus bas que chez les personnes au développement typique ou normotypique. Et là, j'ai trouvé
même un papier qui permet de comparer un groupe d'enfants normotypiques avec un QI de 130 avec des enfants autistes qui ont aussi un QI de 130, mais le QI de 130, vous voyez qu'il n'apparaît que dans le cadre de l'intelligence fluide, que dans le cadre de l'intelligence non verbale, et que ceux pour lesquels l'intelligence verbale résiste, les enfants qui n'ont pas de retard de langage, sont loin d'être majoritaires dans ce sous-groupe-là. Autrement dit, l'évaluation standardisée actuellement est une évaluation qui pénalise les enfants au développement de TSA. Donc ça pose déjà un problème par rapport à la définition même du QI telle qu'elle est utilisée pour les HPI. Et donc les propositions, et notamment les propositions de Michel Dawson, c'est d'utiliser des échelles non verbales, comme les matrices de Raven, donc pour lesquelles le langage n'est pas mobilisé pour la résolution des problèmes. Et on estime aujourd'hui qu'effectivement, on va obtenir des évaluations de l'intelligence qui sont beaucoup plus adaptées aux compétences de ces enfants-là que des échelles généralistes de type QI. Encore faudrait-il que les psychologues soient d'accord, encore faudrait-il que les MDPH soient d'accord, encore faudrait-il qu'au niveau des pratiques sociales, on se mette d'accord sur des choses aussi élémentaires. Bon. Vous voyez que la question, elle est loin d'être résolue. Bon. Je vois que le temps qui m'est imparti est pratiquement fini, donc il va falloir que j'accélère. Alors, juste un petit mot, là, je ne vais peut-être pas trop vous embêter, puis je vais vous commencer un petit peu quand même à fatiguer. Juste pour vous dire quand même que alors, ce que Temple Grandin appelle l'intelligence autistique, c'est-à-dire cette forme d'intelligence qui est mobilisée, qui est mobilisée de façon préférentielle dans le sous-groupe des TSA dits prototypiques, c'est ce qu'elle appelle la pensée en image, c'est-à-dire qu'une intelligence qui va peu mobiliser le langage en tant que tel et qui va se traduire par des caractéristiques souvent exceptionnelles, bien meilleures, en termes de performance, bien meilleures que celles des enfants typiques. Je vous rappelle quand même que dans le TSA, on a souvent tendance à ne décrire que les signes négatifs, alors qu'il y a des signes qui sont positifs. Là, on est sur des signes positifs, c'est-à-dire que ces enfants-là et ces personnes-là ont des résultats qui sont meilleurs que les normotypiques dans la résolution de ce genre de tâches. Alors, vous avez les lettres cachées. Donc là, par exemple, on vous demande de retrouver le X. C'est des sujets qui vous trouvent ça en une fraction de seconde. Et vous voyez que nous, personnes normotypiques, on est gênés. On est gênés parce qu'on a des contraintes perceptives qui nous gênent. Il y a ce qu'on appelle les pareidolie. Bon, les pareidolie, c'est des formes en fait, qui n'ont pas de forme. C'est des nuages, c'est des taches d'encre, c'est le fameux test de Rorschach. Et donc, on va vous demander de trouver des formes dans ces formes informes. Bon, alors, je ne parle pas des interprétations ridicules des psychanalystes sur le Rorschach, mais quand on utilise le Rorschach d'un point de vue perceptif, eh bien, on s'aperçoit que nous, normotypiques, notre activité perceptive, elle est contrainte. C'est-à-dire que ce qu'on voit spontanément, c'est des visages ou des animaux. Bon, parce que notre cerveau est génétiquement programmé pour trouver des réponses qui sont les plus facilement abordables. Dans le TSA, on a des réponses qui n'ont rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ces personnes-là sont capables de ne pas se laisser distraire par ces contraintes-là. Et ça, c'est un point fort. Et puis, le dernier point, c'était les tests non-verbaux, où effectivement, les performances sont vraiment exceptionnelles. Bon. Alors, juste un petit mot, mais là je ne veux pas vous embêter avec ça, donc je vais aller très vite. C'est qu'on commence à comprendre quels sont les mécanismes, je dis bien neuropsychologiques, qui sont mobilisés dans le TSA, c'est-à-dire dans l'intelligence autistique, pour fabriquer des connaissances. Alors, ce ne sont pas des mécanismes qui sortent de la Lune ou d'une planète, je ne sais pas quoi, c'est des mécanismes qui sont présents chez tous les sujets humains, mais qui ne sont pas utilisés ou qui ne sont pas mobilisés chez les sujets au développement normotypique. Autrement dit, les personnes avec TSA vont surutiliser ces mécanismes-là. Je ne veux pas vous embêter, on en décrit 3 aujourd'hui, ce qu'on appelle la surexpertise, la surexpertise perceptive, la cartographie véridique et les mécanismes de réintégration. Peu importe, si je vous ai mis une bibliographie à la fin, vous irez chercher si ça vous intéresse, mais on commence un petit peu à décrire et à comprendre donc ces mécanismes qui sont mobilisés, qui sont très singuliers, donc dans cette façon de bâtir, de construire, d'organiser des connaissances dans le fonctionnement et dans le développement autistique. Alors, c'est des recherches qui sont encore un peu balbutiantes,
balbutiante, qui mériterait d'être confortée, d'être reproduite, etc. Mais on commence un petit peu à comprendre hein, comment ça fonctionne. Alors, juste un petit mot aussi, dans les confusions qui sont souvent faites dans une certaine littérature et chez certains cliniciens, c'est la confusion entre ce qu'on appelle la double exceptionnalité et les syndromes du savant ou les syndromes savants. Alors, les syndromes savants, là, je vous ai mis le cas de Kim Peck là, qui est décédé, mais qui avait quand même une particularité. Hein, il était capable de mémoriser un livre après une seule lecture. Il connaissait par cœur 12 000 livres, je ne sais pas si vous imaginez, et il avait un QI qui était de l'ordre de 45. Bon. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une double exceptionnalité, mais il avait quand même des compétences exceptionnelles, des compétences neuropsychologiques absolument sidérantes. Hein. Bon. Donc faisons bien cette différence qui est souvent, enfin, la confusion est souvent entretenue par un certain nombre de cliniciens entre syndrome du savant, donc qui est vraiment lié à des particularités neuropsychologiques très particulières, hein, et puis celle de la double exceptionnalité. Alors, je vous rappelle quand même que cette double exceptionnalité, dans l'autisme, elle va se traduire par des caractéristiques qu'on appelle l'hyperlexie. Donc, certains d'entre vous connaissent bien ça. C'est des jeunes enfants avec TSA qui sont capables de déchiffrer, je ne dis pas lire, hein, mais qui sont capables de déchiffrer un texte avant de parler. Bon, c'est l'hyperlexie. Il y a une petite inversion développementale là, dans le développement de la lecture, capable de déchiffrer un texte avant de parler. Bon. Dans l'oreille absolue, il y a des travaux récents qui montrent que dans l'autisme, la prévalence de l'oreille absolue est plus importante que dans la population normale. Qu'est-ce que j'ai marqué après? Les synesthésies, hein, la capacité à passer d'un registre sensoriel à un autre, c'est-à-dire de transformer les nombres en couleurs, de transformer les couleurs en notes de musique. Je ne sais pas si vous voyez, là, ces sujets-là ont cette capacité, cette compétence à transformer une information d'un domaine sensoriel dans un autre domaine sensoriel. Je ne sais pas si vous voyez la puissance que ça configure pour penser et pour fabriquer des connaissances. Hein. Bon. Les calculateurs savants, mémoire taxonomique, etc., etc. Vous connaissez tous les calendriers savants. Alors, en rétrospectif et en prospectif, c'est des personnes, vous leur dites le 23 janvier 2032, en une seconde, il vous dit c'est un lundi. Hein. Ce n'est pas des connaissances, je veux dire, ils n'ont pas les calendriers, ils sont capables de calculer sur des algorithmes en une seconde. Hein. Bon. Ça, c'est quand même des compétences exceptionnelles qu'on trouve rarement chez les sujets normotypiques en tant que tels. Alors, je reviens sur mon activité graphique là, pour vous citer aussi deux sujets dans le TSA là, pour faire la comparaison au HPI. Alors, on suit un petit enfant là, à Montpellier dont j'ai pas mis le vrai prénom là, qui a 9 ans, mais qui est capable de dessiner 9 ans, qui est capable de dessiner l'histoire de l'humanité avec des bonhommes en Lego. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon. Et puis, vous avez cet exemple, bien évidemment, qu'on trouve sur Internet, là, donc de Wiltshire, hein, donc, qui est capable de dessiner avec une perception qui est extrêmement rapide, hein, de reproduire un paysage urbain à l'identique, mais alors avec un mode de dessin qui est très particulier. Nous, en général, quand on décide, on commence par dessiner les contours, on commence par dessiner l'architecture, etc., etc., etc. Lui, il commence par dessiner la poignée de fenêtre. Puis autour de la poignée de fenêtre, il dessine la fenêtre, puis après, il dessine le mur, etc., etc. Donc, un mode opératoire, quand même, qui est très particulier, mais qui arrive à un niveau d'exactitude qui est vraiment très impressionnant dans ce genre d'activité. Alors, bon, là, je passe, c'était sur la question des évaluations, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. Alors, sur la prévalence, je dis juste un mot. La prévalence, hein, c'est le nombre de sujets qui sont concernés. Je vous le dis tout de suite, on n'en sait rien. Bon, donc, on est capable de calculer une prévalence a priori. Bon, donc, on connaît effectivement... On est capable d'extraire les 2% de la population normale. On connaît les 1% de TSA. Ensuite, il faut calculer parmi les TSA les quelques pourcents qui pourraient être concernés. Bon, bref, on est capable comme ça d'intuitionner une espèce de prévalence. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, mais j'arrive, vous voyez, à 1 puissance moins 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 1, 10 puissance moins 6, sur les 67
7,4 millions de Français que nous sommes aujourd'hui qui pourraient relever donc de cette double exceptionnalité. Donc quand je vous disais que c'était un trouble rare, ça pose aucun problème. Et puis alors, le dernier problème sur lequel nous devrions tous réfléchir, c'est les compétences a posteriori. Une personne rentre dans mon bureau, la maman dit il y a des problèmes de socialisation, je pense qu'il est HPI, etc., etc. Quelle est la probabilité pour que ce soit une double exceptionnalité? On n'a aucune information parce qu'il faudrait connaître ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Et donc vous voyez que là, il y a un énorme travail à faire, mais qui est un travail élémentaire, hein, qui porte juste sur la description de cette population-là et sur lequel on n'a strictement aucune information. Alors, juste un petit mot sur les différences et les ressemblances entre TSA et HPI. Bon, alors sur le QI et sur le fait que le QI soit des valeurs prédictives. Alors, le QI est prédicteur de l'adaptation dans les sujets, chez les sujets au développement normotypique. Il ne l'est pas dans le TSA. Alors ça, c'est une première différence. Ensuite, sur les points forts, là, sur les aspects d'hétérogénéité, on a les mêmes profils au WISC, mais souvent, quand même, l'intelligence fluide et les épreuves non verbales sont plutôt en pointe dans le TSA, ce qui n'est pas le cas chez les personnes normotypiques. Au niveau du langage, alors on parle souvent de l'autisme d'un langage un peu pédant, on parle d'une surgrammatisation. La métaphore qui est utilisée notamment chez l'enfant jeune, c'est qu'il parle souvent comme un livre, pour essayer de rendre compte de ces caractéristiques-là. Bon, on les trouve un petit peu chez l'enfant HPI, mais un petit peu moins, mais c'est à peu près les mêmes cas caractéristiques. Sur les maladresses motrices, elles sont... Alors là, en termes de prévalence, elles sont plus importantes dans le TSA que chez les enfants non normotypiques. On estime qu'elles sont au moins à 50% dans le TSA. Sur la compréhension des émotions, on en parlait ce matin. Par contre, là, c'est une variable qui différencie bien TSA et HPI en défaveur des personnes avec TSA. Et puis, alors après, il faudra effectivement, et là, il y a un gros travail à faire chez les cliniciens sur la définition des intérêts limités qu'on va trouver dans le TSA et dans les HPI, parce que pour être HPI et pour être talentueux, je vous ai expliqué qu'il fallait avoir un domaine d'expertise. Et que ce domaine d'expertise, comment le différencier du domaine d'expertise qu'on va trouver dans le TSA? Bon. Donc ça, c'est des questions cliniques qui sont extrêmement subtiles. Hein. Et puis le dernier point, donc c'est la question des troubles associés. C'est vrai que dans le TSA, dans la double exceptionnalité, on va trouver une association beaucoup plus importante, hein, avec des difficultés au niveau de l'anxiété et de la dépression, qu'on trouve beaucoup moins chez les personnes HPI. Alors, je voudrais terminer, je suis désolé, j'étais trop bavard au début, ou alors on ne m'a pas donné assez de temps. Je voudrais terminer avec 3 petites vignettes cliniques là, qui m'ont beaucoup impressionné, 2 petites vignettes cliniques qui m'ont beaucoup impressionné. Ettore Majorana, je ne sais pas si vous connaissez, donc il est né au début du siècle, 1906, il est de Sicile. Il a une carrière alors, au niveau du voix. Alors, le diagnostic n'existait pas à l'époque, donc le diagnostic de l'autisme n'a jamais été posé, il n'y a pas de problème. Mais on estime que c'est un physicien qui est probablement aussi merveilleux intellectuellement que ne pouvait l'être Einstein. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Alors, le problème de Ettore Majorana, c'est qu'à l'âge de 30 ans, il a disparu. Il avait un poste d'enseignant à Naples dans lequel personne n'allait à son cours, parce que personne ne comprenait rien, donc il devait avoir un étudiant au maximum. Bon. Un jour, il a pris le bateau pour aller voir ses parents en Sicile, il a disparu. 30 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, on a pensé qu'il s'est suicidé, qu'on n'a jamais retrouvé son corps, alors qu'en général, entre la Sicile, on retrouve assez facilement les corps. Alors, il y a des hypothèses sur lesquelles il pourrait être parti dans un monastère, etc., qu'il avait un cancer. Je veux dire, on a évoqué toutes les hypothèses au monde, et c'est quand même assez particulier. Alors, ce qui est particulier hein, chez cette personne-là, dont le diagnostic de TSA ne fait strictement aucun doute, hein, c'est cette disparition mystérieuse à l'âge de 30 ans, hein, c'est-à-dire au début de l'âge adulte, en l'occurrence, là, est-ce que c'était par rapport à des difficultés interactives, etc., etc. Enfin, toutes les hypothèses sont possibles.
Grégory Perelman, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais alors mathématicien absolument génial, donc russe, il habite à Leningrad chez sa mère. C'est lui qui a résolu la conjoncture de Poincaré. C'est un problème sur lequel les meilleurs mathématiciens du monde se sont cassés le nez pendant 60 ans. Il est parti dans son appartement. Il avait un petit appartement à Saint-Pétersbourg, une petite chambre de bonne. Il y avait une table et une chaise. Il est resté entre 4 et 6 ans. Il n'est pas sorti. Enfin, il n'est pas sorti. Il est sorti juste aller faire les courses. Il n'a vu personne pendant 5 à 6 ans. Il a résolu le problème. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié ses résultats dans une petite revue sur Internet, même pas une revue de maths spécialisée. Bon, alors, bon. Donc, les mathématiciens, évidemment, au bout de quelques mois, ont fait la découverte. On lui a proposé, non pas le prix Nobel, mais en l'occurrence la médaille Fields, il a refusé. On lui a proposé une somme de plusieurs millions d'euros, de roubles, en l'occurrence. Il a refusé et il est retourné vivre chez sa mère. Bon, vous voyez quand même une destinée au niveau interactif qui est assez particulière. Et c'est probablement le mathématicien le plus génial actuellement que l'on puisse identifier, hein, encore vivant. Bon, alors, j'ai pas le temps. Alors, je vous avais une petite vidéo, mais vous irez la chercher sur YouTube, vous verrez, c'est vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Et puis, juste pour terminer, donc 2 pianistes de génie, Glenn Gould et puis David et Ellie Gold, bon, qui sont aussi des pianistes, alors pour lesquels le diagnostic de TSA a été posé, et qui ont aussi des histoires, hein, au niveau de leurs compétences interactives, notamment à se mettre en scène dans des musicals ou dans des salles spécialisées qui étaient extrêmement difficiles pour eux, à tel point d'ailleurs qu'ils ont dû se retirer de ce genre d'activité, et avec quand même une présentation qui est vraiment très spectaculaire. Alors, je termine, et ça sera ma conclusion. Alors, ma conclusion, je l'ai trouvée chez une spécialiste de l'autisme qui s'appelle Ozonov. Je vais vous la lire. Ce qui est typique des personnes TSA plus HPI, donc double exceptionnalité, ce n'est pas leur remarquable intelligence ni leur réalisation dans les domaines particuliers, car un grand nombre de personnes que rien par ailleurs ne désigne comme autistes possèdent dans les mêmes domaines des compétences exceptionnelles et tout à fait comparables aux leurs. Ce qui constitue essentiellement la particularité des génies autistiques, c'est tout simplement leur autisme. Voilà, je vous remercie, et puis je vous ai mis une petite bibliographie sur laquelle je me suis appuyé pour vous dire toutes ces informations sur ce phénomène. Merci professeur pour cette super conférence très intéressante. Vous avez été victime de votre double passion pour le sujet que vous étudiez et passion aussi de communiquer ce que vous avez recherché et trouvé. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus qu'un quart d'heure, et c'est vraiment un quart d'heure pour les questions. Je crois que nous sommes gagnants au final, mais pour les questions, pressez-vous, s'il vous plaît. Il y a des questions en salle, je l'espère, et peut-être aussi au niveau du net. Monsieur, tu peux apporter le... Voilà. Parfait. Il y a nos estafettes là qui vont... Il faut peut-être que vous branchiez le micro ou que vous l'allumiez. Merci. Bonjour. Pour les troubles du spectre autistique, on catégorise les autistes de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle, et de bas niveau avec déficience intellectuelle. Si on rajoute en plus à tout cela le terme haut potentiel, j'ai beaucoup de mal avec ces trois termes parce qu'ils sont assez marginalisants. Enfin, moi, dans mon cas, cliniquement, je suis autiste de haut niveau, mais personnellement, moi, je dis que j'ai un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, car je trouve ce terme moins pompeux, qui prend moins les gens de haut. De plus, le grand public, j'ai l'impression que le grand public fait souvent le raccourci. Haut potentiel est équivalent à haut niveau, et équivalent à surdoué, et équivalent à génie. Donc ma question est la suivante. Pourquoi ces termes cliniques sont-ils aussi discriminants ? Les scientifiques ne se rendent-ils pas compte des difficultés que peuvent avoir ces patients à parler de leurs troubles à leur entourage ?
Alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est la question qui met en exergue toutes les difficultés au niveau des notions utilisées par les cliniciens aujourd'hui. Alors, Asperger, haut niveau, sans déficience intellectuelle, est-ce que ça recouvre la même réalité? Je peux vous assurer qu'au niveau international, quand on regarde la prévalence, c'est-à-dire le nombre de sujets qui sont éligibles dans ces différentes catégories, on a des chiffres, je ne sais pas si je vous les ai montrés, ça va de 17% à 87%. Bon. Donc on ne parle pas de la même chose. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas responsable de ces disharmonies entre les aspects notionnels utilisés par les cliniciens. Alors, les hypothèses qu'on formule aujourd'hui sont des hypothèses qui portent sur le traitement social, sur l'accès aux soins, sur la sécurité sociale. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont tendance à majorer ou à mettre en évidence un certain nombre de concepts comme sans déficience intellectuelle ou un autisme de haut niveau, pour lesquels l'accès aux soins serait vraisemblablement plus facile. Bon. Mais en tout cas, ça pose d'autres problèmes, et là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, maintenant, si j'ai bien compris votre question, vous aviez un petit peu l'impression que la notion de HPI est un critère d'exclusion ou un critère excluant, ou j'ai mal compris? Ouais. Allez expliquer aux parents qui ont des enfants de 3-4 ans pour lesquels ils estiment que c'est des enfants potentiels et qui revendiquent avec force, non pas ce diagnostic, mais cette identification, alors pour des raisons narcissiques, je ne sais pas. Alors maintenant, est-ce que c'est un critère d'exclusion ? J'en sais rien. J'ai pris la précaution de vous dire tout à l'heure que c'était probablement une caractéristique chez un sujet humain, que cette caractéristique, elle devait quand même, au plan du développement social, au plan des sociétés, elle méritait quand même d'être identifiée. Je vous rappelle quand même que le fonctionnement sociétal, dans toutes les sociétés, historiquement, il est basé sur l'identification des HPI, hein. Que ce soit dans la Grèce antique, que ce soit dans l'Allemagne, que ce soit en Chine. L'idée, c'est quand même de repérer ces enfants-là qui ont des compétences exceptionnelles, parce que c'est eux qui font tourner la machine. Hein. Bon. Donc, le critère d'exclusion, vous voyez, on peut aussi le renverser. Alors, dans le cas du TSA, effectivement, ça m'invite à réfléchir. Hein. Il faudrait que je vois un petit peu là, quelles sont les incidences de ce concept sur le fonctionnement et le repérage de ces personnes-là. Question suivante pour monsieur. Il y en a qui se font griller la politesse. Oh, monsieur avait réservé, je crois. Il s'était signalé tout à l'heure. La prochaine question, ce sera vous, madame. Hein. Signalez-vous à l'avance et ensuite on aura une dernière question du web. Donc 2, 3 et 4. Allons-y. Je voulais savoir juste si cliniquement, le fait d'associer le TSA au HPI avait un intérêt pour vous parce que vous pouviez orienter les patients ou les personnes qui en souffrance vers des choses un peu différentes si le TSA tendait à se rapprocher du HPI. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre... Cliniquement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Cliniquement, dans votre clinique, qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'orientation thérapeutique derrière que vous pouvez préconiser ? J'ai pris la précaution de dire que ce n'était pas un diagnostic. Hein. Donc, moi, je ne suis pas dans une démarche médicale d'identification de difficultés psychopathologiques ou autres quand je parle des HPI. Hein. Simplement, au niveau du fonctionnement... D'abord, d'un point de vue développemental, il y a quand même un certain nombre de parents, et de plus en plus aujourd'hui, qui consultent avec cette demande telle qu'elle est formulée en ces termes-là. J'ai un enfant, il a 4 ans, il n'est pas normal, à l'école ça ne va pas, on lui tape dessus, il s'intéresse au cosmos, ça me fout la trouille. Bon, cette demande au niveau social, elle existe. Hein. Bon, donc il faut aussi qu'on en y réponde. Bon, alors... Où je serais assez d'accord, enfin, si je comprends bien le sens de votre question, où je serais assez d'accord, c'est que la réponse qu'on lui apporte ne me paraît pas très adaptée, je vous le dis franchement. Bon. Pour moi, être intelligent, ce n'est pas un trouble. Pour moi, être intelligent, c'est une qualité.
bonsoir. Bon, donc c'est vrai que cette identification-là, hormis le fait qu'elle se traduise au plan développemental par des petites difficultés, bon, est-ce que ça mérite consultation? J'en sais rien. À titre personnel, je suis grand-père, j'ai un petit garçon qui a 5 ans qui est HPI, jamais je l'enverrai consulter un psychologue, mais jamais. Bon, donc je vous réponds. Hein. Bon. Moi, j'aurais une question parce que je suis maman du coup. Vous pouvez parler dans le micro. J'aurais une question. En fait, je suis maman d'un autiste qui a eu 2 différents diagnostics. Alors, comme il était non-verbal au départ, il a été considéré comme autiste typique et maintenant qu'il parle, il est considéré comme autiste Asperger. Donc, il a au niveau du WISC 5, je trouve que c'est un petit peu la bêtise parce que comme il a des troubles 10 associés, automatiquement, le WISC il ne correspond pas forcément à son intelligence. Et je trouve que dans les écoles, la première chose qu'on nous demande, c'est est-ce que vous avez le WISC 5 ou les tests psychométriques, ce qui fait qu'il détermine si nos enfants ils ont droit à une scolarité en milieu ordinaire ou pas. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, parents, on pourrait dire pour faciliter le droit à l'inclusion dans les écoles parce que c'est très bien ce que vous avez dit, mais au niveau des écoles, le message, il n'est pas encore passé. On peut le dire comme ça. Hein. Et c'est un vrai combat, en fait, de se dire, mon enfant, ce n'est pas parce qu'il a un WISC 5 qui a été établi il y a 10 ans, ça a donné, je ne sais pas moi, à la limite un 100 de QI, et après un 132 de QI, sachant que sur le reste de la fratrie, ils sont tous soit HPI ou soit THP, donc... il y a quand même, je pense, la génétique dedans, mais comme pour lui, c'est pas reconnu, d'avoir une seconde générale, ça a été très compliqué. Non, mais là, vous avez tout à fait raison, mais vous interrogez les pratiques sociales actuelles sur lesquelles je n'ai strictement aucun effet, et notamment sur les pratiques scolaires. La seule chose de bon sens qu'on puisse dire quand même, j'espère que vous avez bien compris, c'est que ces enfants-là, qui ont quand même des particularités cognitives incontestables, nécessitent, au niveau des réponses socialement acceptables, qu'elles soient parentales ou autres, un apport d'information qui soit adapté. C'est-à-dire, il faut les alimenter. Bon, et c'est vrai que l'école, pour beaucoup qui s'est largement refusé à les identifier ou à traiter ou à reconnaître leurs particularités, quelquefois fait un travail qui est assez désagréable à décrire. Mais moi, je pense que la bonne réponse, c'est l'environnement. C'est l'environnement et la nature des informations qu'il faut leur proposer. Est-ce que cette réponse vous satisfait, même si elle est difficile à mettre en place? Alors, si on ne peut pas la mettre en place au plan de la scolarité, il faut que ce soit les parents qui s'en chargent. Hein. Et je dis un mot sur l'association TSA-HPI. Il y a beaucoup d'enfants TSA-HPI double exceptionnalité qui apprennent avec les tablettes. Bon, donc tout ce discours qui consiste à dire les tablettes, c'est des engins infernaux, etc., c'est de la rigolade. Il ne faut pas qu'ils passent 8 heures par jour sur une tablette. Là, la question, elle n'est pas là. Mais c'est des enfants qui... Moi, j'ai vu des enfants sans langage qui étaient capables de mettre un script de raisonnement pour aller chercher les informations sur Internet dans lesquelles il y avait 12 opérations. 12 opérations, le gosse, il avait 3 ans. C'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il réfléchit. Donc, c'est aussi comme ça, en tant que parent, qu'il faut alimenter leurs compétences cognitives dans un usage, bien évidemment, raisonnable. Une dernière question, peut-être, oui, qui nous vient du web. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça va. La dernière question. La dernière question qui vient du chat, de guest 3506, c'est précis. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer une vitesse de traitement élevée pour une personne avec TSA sans déficience intellectuelle, comparée avec un QI dans la moyenne? Bon, là, la question est vraiment très, très particulière. Elle renvoie probablement à un vécu très singulier. Alors, non, je ne peux dire que des généralités sur la vitesse de traitement de notre côté. D'abord, ce qui nous a surpris, je le répète, c'est que dans les HPI, cette vitesse de traitement, elle se
concrétisent pas par une vitesse de réalisation en tant que telle, c'est des enfants qui prennent leur temps. C'est-à-dire que quand on leur donne un problème compliqué à résoudre, contrairement à nous, qui sommes souvent un peu impulsifs, etc., on a tendance à répondre un petit peu rapidement, à utiliser ce que certains psychologues appellent le système 1, c'est-à-dire un système automatique, qui en général nous fait dire des bêtises et en général qui mobilise des biais cognitifs. Les enfants avec HPI, ils mobilisent, quant à eux, ce qu'on appelle le système 2, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté le système 1, le système automatique, et ils commencent à réfléchir. Et donc, ça va se traduire par une vitesse de traitement qui est moindre que chez les enfants au développement typique. Deuxième réponse, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants avec HPI qui associent aussi un TDA, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention. Ça, on ne le sait pas trop, mais il y a des travaux récents qui montrent que quand on a un HPI et un TDA, ça peut faire baisser le QI de 10 à 15 points. Moi, j'ai même vu des gens pour lesquels le QI avait baissé de 20 points. Et dans ces gens qui associent TSA et TDA, la vitesse de traitement, évidemment, est extrêmement spectaculaire, puisque ça répond automatiquement. Bon. Donc là, on a des vitesses rapides qui pourraient correspondre, si j'ai bien compris le profil qui avait été annoncé par la personne, qui pourrait correspondre à ce profil-là, mais je ne veux pas me mouiller, je n'ai pas suffisamment d'informations. Mais voilà un petit peu le message qu'on pourrait faire passer sur vitesse de traitement et HPI. Donc, ne répondez pas trop vite. Merci. Je crois qu'on peut vraiment applaudir le professeur.